Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence, c'est votre nouveau rendez-vous, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, chaque samedi à partir de 11h. Guillaume Bigot est avec moi, bien présent dans le studio de Sud Radio, Juliette Briens également. Guillaume Bigot, on commence par les aventures d'Emmanuel Macron. C'est ça va être notre premier buzz de la semaine avec un sujet consacré au tollé déclenché par la vidéo de rentrée du président Macron. Alors, c'est un peu McFly, Carlito, Macron dans un bateau, le tout en vidéo, et apparemment il tombe un peu à l'eau. Mais Juliette va tout nous expliquer. Et oui, donc le jeudi 2 septembre, le président Macron s'est emparé de Twitter pour y poster une vidéo pour souhaiter une bonne rentrée aux 12,3 millions d'élèves et étudiants français ainsi qu'à leurs professeurs. Jusque-là, c'est assez bon enfant, non ? Oui. Jusque-là, tout va bien. Mais petite particularité cette année, on découvre dans les mains du président un cadre photo affichant le portrait de McFly et Carlito. Le président répond ainsi au défi que lui avaient lancé les deux youtubeurs au cours de sa visite à l'Elysée en mai, après que leur vidéo défendant les gestes barrières ait atteint les 10 millions de vues. Donc, a priori, rien de nouveau sous le soleil dans la com présidentielle. Sauf que quelques secondes plus tard, cadre toujours à la main, le chef de l'État déclare avoir une pensée particulière pour Samuel Paty. Une illumination, quoi. Oui. Voilà, donc c'est Samuel Paty, l'enseignant assassiné par un terroriste islamiste en octobre 2020. Je vais vous laisser écouter donc l'extrait de la vidéo en question. Cette rentrée, malgré tout, elle se fait avec le virus qui continue de circuler. Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention. Et puis en cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Personne n'a oublié, je vais ici leur dire, et cela nous rappelle combien le beau métier d'enseigner est au cœur de la nation, de notre pacte, pour nos enfants et pour nous tous. Voilà, donc la vidéo a immédiatement déclenché un tollé sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont exprimé leur indignation face à ce mélange des genres du président, consistant à mettre sur le même plan l'hommage à un enseignant décapité par un djihadiste et le clin d'œil aux youtubeurs. Ouais, là, c'est peut-être le en même temps de trop. C'est un peu ça, c'est le en même temps de trop. Ça a déclenché des buzz à droite, mais pas seulement. On a eu évidemment une réaction de la part de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, mais également de la part de Thomas Porte, qui est le membre de la direction de Génération.s, qui a accusé le chef de l'État de salir la mémoire d'un hussard de la République. Et on a aussi la réaction du président du syndicat des personnels de l'éducation nationale, Jean-Rémy Girard, qui a qualifié la vidéo de monstrueuse. Oui, donc là, on est vraiment au cœur de notre mécanisme. Ces buzz, finalement, ce sont des espèces d'émulsions numériques. Ça vous choque ou pas, vous, Guillaume Bigot ? Mais ce mélange de gens, vous avez une vidéo, Emmanuel Macron qui souhaite une bonne rentrée aux élèves, qui ensuite montre la photo, il relève le défi de McFly et Carlito, et à la fin, il rend hommage à Samuel Paty. Vous, ça vous choque ou pas ? Et on est au-delà d'être choqué. Je pense qu'il y a une désacralisation au carré, peut-être même au cube. Et puis, il faut peut-être se creuser un peu cette question, vouloir comprendre un peu ce que ça veut dire. Désacralisation de la fonction, on est très loin du Jupiter hyper vertical. On se souvient qu'il ne voulait pas qu'on l'appelle Manu, et maintenant il est avec son petit cadre à la main faire des clins d'œil aux Jones. On est vraiment tombé de son piédestal. Mais désacralisation surtout du symbole que représente Samuel Paty. Curieusement d'ailleurs, on l'a entendu dans le son tout à l'heure, il parle d'abord à la famille. Il a une pensée pour la famille, il a une pensée pour les professeurs. Et la nation, là-dedans, c'est peut-être même le symbole de toute une civilisation qui est décapitée, ou en tout cas, il y a une haine qui est déclenchée. Et puis peut-être, non seulement il y a mélange des genres, mais il y a ce que ça induit. Alors, on a vu le tollé, la récupération politique, bien sûr, mais finalement, on peut se demander si mettre un petit cadre Ikea avec McFly et Carlito, et puis parler de ce symbole et de cette horreur djihadiste, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'inscription de la haine dans le paysage ? Vous voyez, c'est ce qu'Hannah Arendt appelait la banalité du mal. Et pour un homme dont chaque mot est censé être pesé, franchement, ça va pas. Et puis, on se rend compte que sa campagne est lancée avec la carte postale Marseille, la mer, le soleil, etc. Donc ça se voit de trop que c'est une campagne. C'est une campagne, entrée en campagne du président. Juliette Briens, ce buzz, justement, on l'explique comment ? C'est quand même assez étonnant de la part d'Emmanuel Macron, qui est censé être le roi de la communication. Tout le monde dit qu'il a été élu grâce à son équipe de cadors de la communication, des réseaux sociaux, qu'il avait tout en main. C'était le maître du temps, c'était Jupiter. Et on a l'impression depuis quelque temps que tout ce qui
qui fait se transforme en tollé est une erreur grave. C'est-à-dire que c'est un peu une erreur de débutant en com. Il y a à la fois trop de messages, la rentrée, les gestes barrières, Samuel Paty, et puis il y a trop de cibles, les collégiens, les lycéens, les étudiants, les profs. Et puis surtout, encore une fois, on voit que c'est un message quasiment publicitaire de campagne. Et en fait, moi je crois qu'il y a deux hypothèses. Bien sûr, il veut trop bien faire, il en fait trop, etc. Et puis qui vit par la com, meurt par la com. Mais moi j'ai une autre hypothèse. Alors soit il s'est pris les pieds dans le tapis, ok, soit finalement il y a un climat très anxiogène. Bien sûr le Covid, mais n'oublions pas quand même que Kaboul est tombé, que les Américains sont à terre, c'est-à-dire c'est un peu le grand frère américain qui ne protège plus l'Occident, et donc ça crée une anxiété forte. Et deuxièmement, on va ouvrir la séquence des procès des attentats du Bataclan. Et là, pour le coup, tout le monde sait qu'on rentre dans une zone rouge. Peut-être le président Macron lui-même est très angoissé. Il a voulu essayer d'atténuer l'angoisse des élèves, des profs, des directeurs d'école. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il l'a fait de manière extrêmement maladroite pour détendre l'atmosphère. Et il n'a fait qu'exprimer sa propre angoisse, me semble-t-il. Cette volonté toujours de parler à tout le monde, parler de tous les sujets. Finalement, on ne parle à personne et on ne parle de rien. Et en tout cas, c'était le buzz, plus ou moins volontaire. Qui sait, justement, d'Emmanuel Macron cette semaine. Autre personnalité politique, chers amis, qui a fait le buzz, Guillaume Bigot, c'est une écologiste. Ah bah oui, c'est la Castafiore en fait du wokisme, c'est Sandrine Rousseau, maintenant tout le monde la connaît. Ce wokisme, qu'est-ce que c'est ? Ce wokisme, c'est une sorte de... Enfin, il y a toujours quelqu'un qui pète un câble ou qui pète un plomb à table dans les dîners de famille ou quelqu'un qui se laisse aller à raconter n'importe quoi. Mais là, c'est devenu finalement un parti politique, une ligne politique, la ligne politique des zinzins, des ultra-minoritaires, des gens qui veulent choquer pour choquer. Bah non, mais c'est un peu comme... Non, mais si, vous y allez fort. Mais pourquoi pas ? Moins fort qu'eux, ils se sont lancés dans un concours Lépine, tous ces maires, et alors elle les a doublés. Et grâce aux réseaux sociaux et grâce à son dernier buzz, elle a fini par éclipser Yannick Jadot. Pourquoi, comment ? Je crois qu'on va le savoir après la pub, non ? On va le savoir dans quelques instants, mais pourquoi pas tout de suite avec Juliette Briens, justement. Sandrine Rousseau, l'actualité sur les réseaux sociaux. Sandrine Rousseau, la candidate écologiste, a fait beaucoup parler d'elle en ce moment, notamment depuis la fin du mois d'août avec les journées écologie de Poitiers, où le grand public a pu découvrir la candidate écoféministe à la radicalité revendiquée, dont les discours reprennent fièrement toutes les causes woke, néo-féministes, décolonialistes, tout droit importé des États-Unis. Je vous laisse écouter un petit extrait. Tout notre système sociétal est fondé sur ce triptyque. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là et c'est ça la révolution que je vous propose. Ça parle très peu d'écologie. C'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment frappant en fait. Quand on écoute ça, c'est qu'il n'y a absolument aucun lien avec le thème du réchauffement climatique, aucun lien avec les circuits courts, aucun lien avec les solutions écologiques et avec la problématique écologique. Et puis il y a ce phrasé quand même extraordinaire. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons. Il y a vraiment un côté sermon, amen. Sans compter le fond du message, c'est-à-dire on a l'impression que les hommes, les mâles blancs hétérosexuels de plus de 50 ans boivent le sang des femmes, en fait. C'est ça qui se passe. Mais c'est un génocide. Tous les jours, c'est un génocide de femmes, de racisés, etc. Non mais on est dans un délirium très mince. Voilà, et donc c'est surtout la semaine dernière que Sandrine Rousseau a connu le vrai buzz sur les réseaux sociaux, cette fois-ci après la diffusion d'une vidéo de son interview. L'interview date du mardi 24 août, mais la séquence a explosé sur les réseaux le lendemain. Près de 500 000 vues en quelques heures pour un extrait d'un duplex sur BFM TV où la candidate participe à un débat sur l'arrivée des réfugiés afghans en France. Je vous laisse écouter ses propos. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et vu que nous sommes un pays qui devons partout soutenir les personnes qui se battent contre l'obscurantisme. Enfin c'est notre ADN. Et ça, quand j'entends humanisme de salon, mais enfin qu'est-ce que vous faites vous dans votre salon à part discuter avec les trois copains avec lesquels vous êtes? Je veux dire, la France c'est une terre d'accueil. Bon, elle s'en expliquait aussi de ses propos après, Sandrine Rousseau, hein, Juliette. Tout à fait, plus tard, notamment sur France Inter et Europe 1, Sandrine Rousseau a admis que son propos était quelque peu maladroit et elle a précisé sa pensée en disant que ce qu'elle voulait dire, c'est que nous avions les moyens de les surveiller. Nous avons les moyens de les surveiller. Non, mais là, quand on entend ce son, c'est quand même étonnant. On voit tout de suite, enfin moi je vois Madame Rousseau dans son salon avec des guerriers afghans en turban et puis son rouleau à pâtisserie en train de les surveiller. La DGSI n'a plus besoin de bosser là. On lui souhaite pas surtout une si charmante compagnie dans son
dans son salon à Sandrine Rousseau, la candidate. Bref, beaucoup de buzz involontaire pour le coup de la candidate écologiste Juliette Brien. Oui, mais ou en pas, fait... ou pas, involontaire ou pas. Je ne sais pas si c'est involontaire, mais c'est sûr que ça fait parler. Il y a de nombreux donc sorties qui ont pratiquement éclipsé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Guillaume, Éric Piolle et Yannick Jadot, il faut quand même le faire. Et tout ça, ça rythme désormais le quotidien des internautes qui scrutent les interventions de Sandrine Rousseau pour le plus grand plaisir de ses opposants. Ça a donné une idée au militant du Rassemblement national, Damien Rieu, qui est très présent sur Twitter. Participer et faire participer en masse à la primaire écologiste afin de faire élire à sa tête Sandrine Rousseau. Voilà, donc l'affaire s'est répandue comme une traînée de poudre sur Twitter. De nombreux comptes ont commencé à relayer leur propre inscription aux primaires. Je pense qu'en fait... Il suffit de s'inscrire sur les réseaux sociaux à la primaire écologiste. Oui, tout à fait, c'est libre, c'est l'entrée libre, et donc ils espéraient en fait pouvoir profiter des frasques de Sandrine Rousseau le plus longtemps possible. Elle a répondu à cette initiative des réseaux sociaux au micro de Quotidien. Je vous laisse écouter. Ils ont peut-être la stratégie de me décrédibiliser, mais en tout cas, moi, je resterai droite et je resterai ferme et je me laisserai pas du tout impressionner. Mais à votre avis, pourquoi vous? Il y a quand même une réponse, j'imagine. Mais non, j'en sais rien. Pourquoi moi? Je sais pas pourquoi moi. Et par rapport à d'autres candidats. Mais surtout, ils le font pourquoi? Par misogynie. Ils le font pourquoi? Parce que ils pensent que je vais être déstabilisée au premier débat. C'est pour ça qu'ils le font. Ah ben allons-y, on va voir. Bon, effectivement, en tout cas, elle a choisi son ennemi et en même temps, son ennemi l'a choisi aussi sur les réseaux sociaux, après tout. Elle est victime d'une campagne ou pas? Il y a deux éléments. Il y a un élément... moi, j'ai l'impression d'entendre le regretter Élie Kakou, c'est-à-dire mais non, je ne veux pas être une star avant d'être célèbre. C'est pourquoi moi? Bah oui, on a l'impression quand même qu'elle le fait pour attirer la lumière. Et donc, il y a cette stratégie qui semble fonctionner, un peu machiavélique, de doubler M. Piolle et de doubler ses concurrents. Ensuite, la question de savoir si il y a piratage d'une primaire. C'est un classique. En fait, dans une primaire qui est ouverte, on essaye de pirater. Mais de toute façon, il n'y a souvent pas besoin de pirater parce que dans une primaire, ce sont les militants qui votent. Et le mécanisme de la primaire, c'est qu'un militant, il n'a pas 37,2 de température comme le corps social. Le militant, il a 38, il a 39. Et donc, il est beaucoup plus chaud patate. Il est beaucoup plus politisé de toute façon. Il est beaucoup plus investi. Voilà. C'est la raison pour laquelle les primaires sortent Fillon plutôt que Juppé ou Hamon plutôt que Montebourg. Et surtout, c'est les écolos. On se souvient d'Eva Joly versus Nicolas Hulot. Donc, effectivement, elle a ses chances. Mais il faut dire que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que ce procédé de piratage est assez efficace en réalité. Ils peuvent s'organiser assez rapidement. Alors je crois que l'intéressé lui-même, Damien Rieu, le militant du RN, s'est fait sortir débranché, c'est ça, Juliette? En tout cas, le parti écologiste a annoncé qu'ils allaient retirer Damien Rieu des listes de la primaire. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est démocratique. Mais là, on sent l'influence des réseaux. Pourquoi? Parce que si Damien Rieu il est facile à repérer, il y a beaucoup de gens qui suivent cette mouvance. C'est que des comptes anonymes. De tribus souverainistes, fachosphères, nationales, extrême droite, etc. Et donc ces gens-là, ils peuvent s'inscrire en masse, ils peuvent se coordonner. Avant les réseaux sociaux, c'était pas possible. Même si un opposant politique avait l'idée de le faire, il aurait appelé à faire ça. Ça aurait été évidemment scandaleux et donc il se serait auto-censuré. Une manière de pirater justement une campagne électorale sur la primaire. Il y a quand même une question qu'on peut se poser avec vous deux d'ailleurs, Juliette Brien et Guillaume Bigot. Est-ce que les polémiques qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, notamment autour de Sandrine Rousseau, on les retrouve aussi dans la vraie vie avec tous les Français? Est-ce que c'est représentatif, Twitter et Facebook, de la France? Guillaume? Alors, c'est simple, c'est oui et non. En même temps? Non, c'est une alternative et une cumulation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien une opposition qu'il faut poser. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on aura l'occasion d'y revenir dans Politique sous influence, c'est souvent beaucoup plus clivant, c'est infiniment plus clivant, et notamment sur Twitter, que ce qui se passe dans la vraie vie. Il y a la notion d'anonymat. Il y a la notion d'anonymat, et vous voyez, les gens, quand on était petits dans les toilettes, il y a des gens qui écrivaient des insanités sur les murs, parce que personne ne les voyait. Donc il y a un côté comme ça, on se lâche sur les réseaux, et on s'emballe. Et puis il y a une auto-émulation. Ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, et bien sûr, ça filtre, ça influence le débat politique pour plusieurs raisons. On l'a vu depuis le début. C'est-à-dire que ces vidéos, elles font du buzz, elles sont reprises. Les vrais politiques dans la vraie vie, dans le vrai monde politique rebondissent. Et donc, ça fait bouger les lignes. Et ça fait bouger les lignes, on peut dire. D'ailleurs, vous dites, parfois c'est plus violent. Ça peut être même très violent sur les réseaux sociaux. Juliette Brien, il y a aussi de vraies campagnes de harcèlement qui ne concernent pas un camp plus que l'autre, d'ailleurs. C'est d'une violence absolue. Après, on s'y attend. On doit être accroché quand on est candidate à la présidentielle et qu'on se permet d'être une radicale revendiquée.
et forcément, ça fait jaser sur les réseaux sociaux. Voilà. Allez, un autre candidat est préparé. En tout cas, ça fait longtemps qu'il est candidat, justement. On va en parler tout de suite dans Politique sous influence. Xavier Bertrand, avec le président du mouvement des jeunes avec Xavier Bertrand, qui nous parlera de la stratégie des réseaux sociaux de Xavier Bertrand. Est-ce qu'il a la cote? Est-ce qu'il pèse sur les réseaux sociaux, Xavier Bertrand? Politique sous influence, c'est avec Guillaume Bigot et avec Juliette Briens. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Politique sous influence, c'est votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les 11h le samedi, tous les samedis à 11h, c'est un peu plus cohérent. Autre rendez-vous que vous connaissez déjà mais qui intervient dès midi, c'est dans une bonne demi-heure. On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault, toute l'actualité de l'automobile. Mais pour l'heure, revenons dans la jungle, l'univers impitoyable des réseaux sociaux. Que se trame-t-il derrière? Guillaume Bigot, justement, on va parler d'un candidat qui est candidat depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Il est candidat depuis longtemps, c'est un candidat extrêmement sérieux, c'est quelqu'un qui est en pole position, en tout cas pour la droite dite ex de gouvernement, et sur les réseaux sociaux, c'est juste surréaliste, c'est lunaire, comme diraient les jeunes, c'est un truc de ouf. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, figurez-vous, et on va essayer de comprendre pourquoi, ce candidat bon teint, on va dire, qui est en plus président de région, qui est un vieux routier de la politique, il s'est taillé une réputation de prouteur. Et sur Internet, de prouteur. Xavier Bertrand, le gros prouteur. Donc, d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Juliette, pour Bertrand, ça sent peut-être pas très bon sur les réseaux pour notre ami Bertrand. Déjà, après son annonce à la candidature, de candidat à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand s'est fait plutôt rare sur les chaînes de télévision, mais pour continuer à faire parler de lui, il a décidé d'entamer un tour de France estival qu'il documente lui-même par des petites vidéos Instagram filmées en selfie. Les vidéos sont très mal cadrées, tantôt zoomées sur son front, tantôt sur son menton, avec une qualité sonore qui laisse à désirer. Je vous cache pas que c'est assez drôle, mais les vidéos dont la première, en tout cas, a été réalisée sur un quai de car à l'occasion du retard intempestif de son train, ont déclenché plutôt l'hilarité sur les réseaux. Je vais vous mettre un petit extrait. Dans le premier vidéo du matin, et quand on est monté dans le train, on nous a dit qu'on ne pouvait pas partir. Il y avait un problème technique. Alors la première réaction, c'est de râler après la SNCF. Et puis en passant du temps sur le quai, j'ai pu discuter avec le conducteur de la rame, qui a expliqué le vrai problème. Et le vrai problème, c'est un problème d'organisation. Et ça montre aussi une chose, c'est qu'une belle entreprise comme la SNCF, c'est pas les gens de terrain, c'est pas les gens qui conduisent, c'est pas les contrôleurs qui sont directement en cause. C'est bien souvent une organisation et toute une partie technocratique. Voilà, et donc c'est un désir, une sorte de désir d'authenticité qui lui donne l'occasion, en fait, au candidat de dérouler son programme sans avoir à faire face aux questions acérées des journalistes avant que ne commence vraiment la campagne de 2022. Juliette, je crois qu'il faudrait vraiment projeter ça dans les écoles de com digital pour montrer ce qu'il faudrait surtout pas faire. On est vraiment dans une sorte de concept. C'est-à-dire que ce que j'entends, et alors, ce qu'on voit, on pourra le voir sur les réseaux, c'est que c'est un peu de ce que j'appellerais de l'autantoc. C'est-à-dire que ça veut faire authentique, mais c'est complètement toc. Parce que pourtant, être sur un quai de gare, enfin, on est quoi, 67 millions de Français, on est 65 millions à utiliser la SNCF. Râler sur un quai de gare, je pense que ça vous est déjà arrivé, Guillaume Bigot, Juliette Briens aussi, nous les premiers, donc ça pourrait paraître naturel. Mais c'est complètement naturel de râler sur un quai de gare. Ce qui est moins naturel, c'est d'essayer de dérouler un speech absolument démago à l'occasion d'une râlerie pour faire comme si la râlerie était sincère alors qu'en fait c'est le couplet démago qui est sincère et le tout si mal cadré. Et c'est tellement raté qu'on peut se demander si c'est pas fait exprès. Et puis, vous savez, Victor Hugo disait le style, c'est le fond qui remonte à la surface. En fait, on a l'impression que Xavier Bertrand, c'est un peu Macron version VRP terrain, c'est-à-dire le terrain ne ment pas. C'est un Macron en mode amateur en réalité. C'est ça qu'on entend finalement. Oui, donc mais il faut quand même le dire, ça marche assez bien. En tout cas, cette vidéo, elle a fait des milliers de vues et toutes celles qui ont suivi ont fait quand même pas mal de vues. À chaque fois, ça buzz. Il y a des moqueries, mais il y a aussi des gens qui sont très contents. Donc, on peut pas dire que ce soit un échec total. Après, et sur TikTok, alors qu'est-ce qui se passe ? On a aussi TikTok. On rappelle, c'est un réseau social vidéo. Alors, on dit pas pour les jeunes parce que ça veut dire qu'on ne l'est plus. Oui, mais c'est très très jeune. Ouais. C'est vraiment très très jeune. C'est 18 ans. C'est de 15 à 18 ans. Adolescent, quasiment. Donc il est arrivé sur TikTok, Xavier Bertrand. Non, Bertrand n'est pas arrivé sur TikTok. C'est sur le compte, justement, qu'on a pu tous découvrir, les jeunes avec Xavier Bertrand, qui avait un compte sur TikTok. Il y avait un vidéo montage du candidat en parade. Il paradait fièrement sur le tube de l'été, la kiffance de Naps. Vous connaissez, Guillaume, la kiffance de Naps ? Non, je suis pas... C'est normal. Non. Donc cette vidéo
elle a atteint 127 000 vues quand même. Sur Pas TikTok. mal. C'est beaucoup. Et elle s'est accompagnée de vives moqueries sur Twitter, mais en tout cas, tout le monde en parlait. Et les internautes, évidemment, qui s'amusaient du jeunisme forcé, de la représentation en total décalage avec l'image un peu boomer du candidat. Quoi. Et pour qu'on se fasse une petite idée et qu'on éclaire aussi la culture musicale de Guillaume Bigot, je vous propose qu'on écoute un extrait de La Kiffance. Ouf. Enfin. Donc on a vu une vidéo sur TikTok de Xavier Bertrand. Tout à fait. C'est une vidéo montage. Voilà, donc on le voit à plusieurs rendez-vous. De la balle, les Hauts-de-France. Voilà. Bon, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il faut dire quelque chose de beaucoup plus ridicule qu'un jeune en baggy. C'est un boomer qui essaye de plaire aux jeunes en baggy. Oui, voilà, sûrement. Et après, il y a eu ce sujet. Donc là, on a fait quand même, on est déjà à 2 réseaux sociaux, donc il y a quand même une présence. Et maintenant, il y a la présence Twitter. Donc là, c'est vraiment malgré lui, c'est cette histoire de prouteur. Donc, tout a commencé un 8 juillet, où la twittosphère a découvert, non sans étonnement, un hashtag en top tendance, est sorti, mais de nulle part. Alors là, on y vient. Là, c'est le cœur du sujet. Hashtag Xavier Bertrand, le gros prouteur. Donc j'ai découvert l'origine de ce hashtag. Parce que c'est parti d'un hashtag. C'est parti d'un compte. C'est parti d'un compte de l'animateur. Et ce qui est bien avec les réseaux sociaux, et ce qu'on va faire dans cette émission, c'est qu'on peut retrouver l'origine, on peut retracer. Ça m'a mis un peu de temps, mais c'était pas si compliqué. Finalement, tout est parti de cet animateur, Clouz, qui est un animateur radio, qui avait posté une photo de Xavier Bertrand portant un masque chirurgical et qui l'accusait avec humour de porter ce masque tellement... Voilà, c'était juste une blague, tellement l'odeur de ses flatulences était insupportable. D'accord. Ensuite, l'idée a été reprise par un compte, un très gros compte, donc Satan Giscard, qui a tweeté. Satan Giscard. C'est ça, c'est le compte Twitter. Existe. D'accord. Oui, tout à fait, ça existe. Nous sommes des dizaines, voire peut-être des centaines de victimes des gros proutes de Xavier Bertrand. Je vous propose de témoigner en utilisant le hashtag Xavier Bertrand, le gros prouteur. Il n'aura pas notre silence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens qui nous écoutent se disent que sur les réseaux, il y a un côté surréaliste, situationniste, animateur Clouz, Satan Giscard, Xavier Bertrand le prouteur. On est dans un autre monde là. Oui, mais en tout cas, c'était incontrôlable. Moi, j'étais là ce soir-là, j'étais sur Twitter, je suis allée sur Twitter, j'ai vu la tendance numéro 1, j'ai bien mis 5-10 minutes à comprendre est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, et c'était très drôle. Honnêtement, le niveau n'est pas très élevé, mais c'était très drôle parce que les internautes ont beaucoup d'imagination, il y avait déjà des vidéos, il y avait déjà des photos, moi j'ai beaucoup rigolé, et en tout cas, on peut dire que c'est quand même 3 médias, 3 buzz, il y a des moqueries, mais il y a surtout beaucoup de réactions pour un candidat dont le sondage Harris affiche 0% d'intention de vote chez les 18-24 ans au mois de juillet et 1% sur la même tranche d'âge au mois de septembre. Alors, en plus, je crois que ce hashtag, il est allé en top tendance, parce que ce qu'il faut expliquer numéro 1 pendant pratiquement 2 jours. Ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que sur Twitter, ceux qui n'utilisent pas Twitter régulièrement, on peut assez facilement voir ce qui intéresse tout le monde sur la toile. Et donc, il y a des classements. Donc, c'est vraiment frappant, ce décalage entre la manière dont la candidature de Bertrand est traitée, on va dire, par les médias mainstream, par les médias traditionnels dont nous sommes d'ailleurs, et puis la manière dont elle est totalement tournée en dérision sur la toile. C'est cruel, c'est injuste, c'est absurde, mais apparemment, ça fonctionne malheureusement. Ça fonctionne. Voilà, exactement. Donc on ne sait pas si c'est une maladresse assumée ou un coup de génie incompris, mais en tout cas, pour nous répondre, on a aujourd'hui avec nous notre invité, justement, qu'on est en train d'accueillir. Alors, il est en train de faire son entrée dans le studio de Sud Radio. Il s'installe. On accueille Elie Reva. Bonjour à vous, Elie Reva. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président du mouvement des jeunes avec Xavier Bertrand. Exactement. On imagine que vous êtes extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Guillaume Bigot. Alors, bonjour à nouveau, bonjour, bienvenue sur Politique sous influence. Vous avez un master de droit à Assas, si ma fiche est exacte, un master de communication stratégie à l'EDEC. Vous êtes vraiment capé, donc, pour cadrer un peu les choses sur les réseaux, et vous travaillez avec Xavier Bertrand depuis septembre 2012. Jusqu'ici, j'ai bon ou pas ? Exactement. Parfait. Alors, vous avez quel âge pour un jeune ? Alors, j'ai 29 ans. D'accord, un peu mûr quand même, mais enfin bon. Toujours dans la catégorie des jeunes. Alors, qu'est-ce qui pousse un jeune, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans les 1%, enfin entre les 0 et 1% de jeunes qui soutenaient Xavier Bertrand ? Alors, je vais vous répondre, mais je vais juste revenir une minute sur le sujet que vous avez abordé juste avant, donc les vidéos TikTok, les vidéos Instagram. Xavier Bertrand, ce qu'il a fait cet été, comme vous l'avez dit, il est parti à la rencontre des Français. Et il a fait ça sans journaliste, sans caméra, sans micro. Ça s'est entendu, ça s'est vu. Exactement. Sauf que les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui très formaté. Quand un homme politique ou une femme politique fait une vidéo, c'est revu par des dizaines de conseillers en communication. Parfois même, c'est produit par une boîte spécialisée. Là, Xavier Bertrand, il a fait quelque chose qui sort un peu du cadre. Il a fait quelque chose d'authentique.
Et quelques jours après qu'il ait commencé... Donc c'est volontaire, en fait, ce que vous dites. Il rend compte de ce qu'il a vu jour après jour, que ce soit après une rencontre avec des agriculteurs, avec des pompiers, avec la SNCF. Mais il pouvait quand même cadrer sur son visage, non ? Mais tout est perfectible, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a du taf là. Néanmoins, il y a d'autres responsables politiques qui ont commencé à faire la même chose juste après. Ça veut donc dire que c'est pas une si mauvaise idée. Et sur la vidéo TikTok dont vous avez parlé... mais ça c'est vrai, ça je vous l'accorde. Mais quelle est l'histoire derrière la vidéo TikTok ? Sortir du cadre, c'est une bonne idée. Ah oui, racontez-nous l'histoire. Vous avez un sondage LCI qui est diffusé expliquant que Xavier Bertrand bat Marine Le Pen ou Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Sauf qu'il y a combien de jeunes qui passent leur temps à regarder LCI toute la journée ? Moi, j'en connais pas, pour être complètement honnête. Et moi, mon rôle, c'est d'aller parler aux jeunes et d'aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce sondage ? On met 2-3 images sympas, on met une vidéo sympa, on la poste sur TikTok, on la poste sur Twitter, et on fait près, entre les deux réseaux sociaux, près de 250 000 vues. 250 000 vues, c'est 250 000 personnes qui n'étaient peut-être même pas au courant que Xavier Bertrand pouvait battre Marine Le Pen, pouvait battre Emmanuel Macron. Et c'est 250 000 personnes, dans une majorité de jeunes, qui maintenant vont s'intéresser aux candidats s'ils veulent, comme 70% des Français, éviter le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus parler aux jeunes comme on le faisait avant. Il faut aller les chercher là où ils sont. Je comprends, c'est l'argument à Hanouna. Mais ça, c'est votre point de vue, mais moi, mon rôle, c'est d'aller chercher, les jeunes, et d'aller chercher là où ils sont. C'est un discours qu'on entend souvent, et je pense qu'il n'est pas du tout idiot, ce discours. Et effectivement, il y a des gens qui sont très très loin de la politique, en particulier les jeunes. Donc à un moment, vous utilisez leur code, ou en tout cas, vous les attirez à vous. Jusque-là, en fait, on vous suit. Le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est l'effet que ça produit, parce que le but, c'est qu'une fois que vous les avez attrapés dans vos filets, il faut quand même leur parler politique. Il faut à un moment arriver à transformer d'une certaine façon l'essai. Là, le problème, c'est qu'ils arrivent vers vous, avec la kiffance notamment, et puis ils se marrent. Là, c'est plus la kiffance, c'est la pitance, la gênance, oui. Ou la tristitude, non ? Écoutez, moi je suis pas d'accord, mais la vérité, elle est plus globale. C'est que depuis 2007, et la victoire de Nicolas Sarkozy, qui avait su parler aux jeunes autant sur le fond que sur la forme, la droite a du mal à parler aux jeunes. En 2017, la majorité des jeunes ont voté Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Et aux dernières élections régionales, près de 90% des jeunes se sont abstenus. Donc ça veut dire que finalement, on ne parle plus assez aux jeunes, on ne leur parle pas de la bonne manière. Et nous, notre rôle, chez les jeunes avec Xavier Bertrand, c'est de ne pas laisser croire aux jeunes que ou c'est l'abstention parce que les politiques ne s'intéressent pas à eux, ou c'est la jeunesse rabougrie du Front National, ou c'est la jeunesse à deux vitesses du président de la République. Il y a une voie pour un candidat qui fait des propositions concrètes, de bon sens, efficaces. La première mesure que Xavier Bertrand prend quand il est élu président du Conseil régional il y a quelques semaines, c'est de faire voter par le Conseil régional la prise en charge à hauteur de 90% du permis de conduire pour les jeunes qui sont en formation ou bien alors en apprentissage. Et c'est pas mieux que la kiffance, ça ? C'est deux choses, mais ça va avec. Vous l'avez pas vu, mais on a aussi fait une vidéo sur le permis de conduire. Et si je l'ai pas vu, c'est qu'elle a pas buzzé. C'est ça le sujet. Et vous avez raison. Et c'est très difficile de savoir quelle vidéo va buzzer, ce qui va être plus ou moins vu. C'est assez aléatoire. N'empêche qu'aujourd'hui, vous avez un candidat qui va proposer des mesures efficaces, concrètes, de bon sens. Et c'est de cette manière-là, et évidemment en les diffusant sur tous les réseaux sociaux possibles, que nous allons réussir à attirer les jeunes vers nous. Non, mais moi je doute pas. Pardon, mais vous dites la jeunesse rabougrie du Rassemblement national. Alors déjà, je pense pas que ce soit vrai. Et puis au moins, eux, ils ont une jeunesse. Ils ont une jeunesse, mais le Front National... Ou les Verts d'ailleurs. Bien sûr, on peut être Xavier Bertrand et il va parler d'écologie. C'est-à-dire qu'il n'a pas évidemment la même vision de l'écologie que Sandrine Rousseau qui prône la décroissance, ça je vous l'accorde. Mais on va quand même parler d'écologie. Et sur le Front National, il se nourrit du problème des gens, des malheurs des gens, de la misère. Si vous résolvez ce problème, le vote Front National diminue automatiquement. Mais en fait, moi, en vous écoutant, je me dis d'abord que vous êtes quelqu'un de sensé, vous avez une bonne expérience, je vous entends et je vous sens sincère, vous croyez à ce candidat, etc. Alors vous vous dites, oh là là, il me flatte, quel va être le mauvais coup ? Il arrive le mauvais coup. C'est qu'en réalité, autant votre candidat, il parle effectivement à la cible boomer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas décroché dans les sondages, au contraire, il est pas mal, il est crédible, c'est même un bon candidat de second tour, encore faut-il qu'il y arrive, et c'est un autre problème. En revanche, ça n'imprime pas du tout. Donc, comme je pense que vous êtes capé et intelligent, il vous laisse pas de marge du tout de manœuvre. Vous avez carte blanche, vous n'avez pas carte blanche. Quelle est votre stratégie pour les réseaux d'ailleurs ? Alors on a carte blanche. La vidéo La Kiffance, moi je ne l'avais pas faite validée par Xavier avant. Il nous fait confiance. Mais c'est vraiment... On va réussir à attirer des jeunes par des propositions. Et c'est ce à quoi on travaille. C'est-à-dire que nous, les jeunes, on n'est pas juste là pour faire des vidéos sympas, les mettre sur TikTok ou sur Twitter. On travaille à des idées qui viennent du terrain. Et des idées qui, à la demande de Xavier, infuseront son futur programme présidentiel. Et c'est évidemment plus que par la forme, mais par le fond et par les idées qu'on va réussir à attirer les jeunes vers nous.
En tout cas, ce que vous faites est très très méritant parce qu'entre 0 et 1%, on a vraiment pas mal de boulot. Vous savez, ça me fait penser à cette formule de Clémenceau qui disait à propos de son chef de cabinet Georges Mandel, qui est devenu ensuite un très grand ministre de l'Intérieur. Il disait quand moi je pète, c'est Mandel qui pue. Mais enfin, bon, je ne sais pas ce qui se passe exactement sur les réseaux et qui est responsable de quoi, mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour l'instant, ça marche, mais ça marche contre. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour vous de récupérer cette espèce de bad buzz pour le transformer comme un judoka en bon buzz? Bad buzz, c'est vous qui le dites. Moi, vraiment... Non, ça c'est pas moi. Si, la vidéo TikTok, pour moi, c'est pas du tout un bad buzz. Quand vous intéressez des centaines de milliers de jeunes au fait qu'il y ait une alternative à Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est pas un bad buzz. Vous les ramenez vers la politique, vous les ramenez vers un nouveau candidat, vous les intéressez. Et finalement, vous allez leur parler. Aujourd'hui, moi, quand je rencontre des jeunes et qu'on discute de politique... Les sondages, cher ami. Mais bien sûr, mais vous verrez les sondages quand la campagne aura réellement commencé et que des vraies propositions concrètes et fortes sortiront, les sondages évolueront. Les jeunes aujourd'hui, moi quand je les rencontre, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent les politiques ne nous parlent plus, donc on a arrêté de voter. Ça c'est plus possible. Et donc c'est pour ça que vous parlez des vidéos, mais il y aura d'autres moyens d'aller à la rencontre de ces jeunes et de leur parler de sujets qui les intéressent vraiment. Que ce soit le logement, la sécurité, la santé, des formations diplômantes, des formations professionnalisantes. Tout ça c'est des sujets dont on va parler et sur lesquels on amènera des propositions sur le débat public. Et en tout cas, longue route, bonne route à vous, Élie Reva. C'est un début de campagne sur les réseaux sociaux. Juste une dernière question de Juliette Briens. Le mouvement Les Jeunes avec Xavier Bertrand, vous êtes combien de membres? Écoutez, on est beaucoup. Non mais voilà, on serait très peu, je vous le dirais. Mais ils n'ont pas été appelés pour le sondage. Non, mais contre-plaqué suffira. La réponse d'Élie Reva. Pour être tout à fait franc, il y a le nombre qui compte, mais il y a aussi la diversité et les profils qui nous ont rejoints. On a des gens de toute la France, on a des agriculteurs, des artisans, des jeunes cadres, des étudiants, des jeunes élus, des bénévoles, des gens qui n'ont jamais fait de politique. Finalement, on est à l'image de la jeunesse française, on est divers et éclectique. Bon, écoutez, en tout cas, bon courage pour la campagne. Semée d'embûches pour tout le monde, pour le coup, sur les réseaux sociaux comme ailleurs. Mais on n'en a pas peur. Vraiment. Merci, Élie Reva, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Les Jeunes avec Xavier Bertrand. Ceux qui vous écoutent, s'ils veulent vous retrouver, sur quel réseau social? Sur Élie Reva sur Twitter. Twitter, Élie Reva, pas encore TikTok, plus TikTok. Si, mais je regarde plus que je fais. Vous regardez plus que vous faites. Passage clandestin sur TikTok, mais encore Twitter actif. Quoi qu'il en soit, restez sur Sud Radio, les amis. Politique sous influence avec Juliette Briens et Guillaume Bigon. On se retrouve dans quelques instants. Tiens, vous avez tous posté, les amis, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, des vidéos ou alors des statuts. Ça vous est arrivé de vous les faire supprimer par un réseau social? La censure, est-ce qu'elle existe vraiment sur les réseaux sociaux? On en parle dans un instant avec notre invité Gilles William Goldnadel qui est à tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence, c'est votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis à partir de 11h et ce jusqu'à midi. Avec moi autour de cette table, Guillaume Bigot toujours présent, Juliette Briens également. On va parler de la censure sur les réseaux sociaux tout de suite, Guillaume. Absolument, absolument. C'est un sujet évidemment très grave, c'est un sujet central. En réalité, les réseaux sociaux nous ont été vendus comme un espace de libre expression, comme l'endroit où on pouvait finalement dire ce qu'on ne disait pas ailleurs. Vous savez, en Union soviétique, il y avait ce qu'on appelait les samizdat, c'est-à-dire que les gens étaient censurés par le régime et ils avaient des affiches sur lesquelles ils pouvaient coller leurs opinions politiques. Et les réseaux sociaux ont fonctionné un peu comme ça, alors avec toutes sortes de dérives pour des gens extrêmes, mais en tout cas, c'était l'endroit de la liberté. Et puis récemment, on a vu ces phénomènes de censure. On a coupé le son, coupé le texte, coupé l'image, y compris d'un président des États-Unis. Ce qui pose un problème évidemment de démocratie, puisque la liberté d'expression est un droit fondamental. Et puis le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien, là, en l'occurrence, il y a des sociétés privées, un pouvoir économique qui, en fait, est en train de museler le pouvoir politique. Ça, c'est vraiment étrange. Donc, la censure sur les réseaux sociaux n'est pas entre les mains des juges, gardiens des libertés, mais des modérateurs anonymes et parfois des robots, ce qu'on appelle sur les réseaux les bots. Voilà, donc la censure des comptes de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'exemple qui a le plus parlé. Voilà, de nombreuses polémiques. Donc, c'était après les événements au Capitole à Washington qui avaient fait 5 morts. Facebook, Twitter, Snapchat et YouTube avaient décidé de censurer le président des États-Unis et de fermer définitivement ses comptes. Donc, la décision est assez spectaculaire, parce que Donald Trump, il avait fait de son compte Twitter
son principal instrument de communication. Juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, en 2020, Donald Trump avait envoyé 6280 tweets. 6280. Alors ça veut dire... C'est une moyenne de 17 tweets par jour. Alors, il y a des gens qui font ça, ils ont 3 abonnés aussi. Il en avait beaucoup plus, Donald Trump. Tout à fait, il avait beaucoup plus d'abonnés. En fait, il avait un métier, c'est twitto, c'est une activité, un hobby, président des États-Unis. C'est une addiction, en fait, on peut en parler. Juste, je pense qu'il doit y avoir un centre de voilà. Mais pour info, en fait, il y a ce compte qui s'appelle POTUS. Ce compte Twitter qui s'appelle POTUS, qui est normalement le compte que doivent utiliser les présidents américains. On rappelle l'acronyme justement, President of the United States. Exactement. Et Donald Trump ne l'utilisait pas, il continuait à utiliser son compte personnel. Et voilà. Et donc la fermeture du compte du président américain a inévitablement créé de vifs débats entre, d'un côté, les partisans de la liberté d'expression, et de l'autre, ceux qui demandent à ce qu'on régule les contenus. Et plus récemment, en France, c'est le compte Twitter de Jean Messia, qui est le président de l'Institut Apollon, qui avait été définitivement suspendu le mardi 3 août. Ancien délégué national du Rassemblement national, avant qu'il ne quitte le parti. Voilà, et donc il avait déjà subi des restrictions en juin. Jean Messia, il avait alors recréé un compte, il avait dénoncé des décisions arbitraires de la part de Twitter, il avait dénoncé des raids numériques, et puis il s'est rapidement exprimé pour annoncer qu'il porterait devant les tribunaux, l'affaire devant les tribunaux, et qu'il appartenait désormais à la justice de dire le droit. Je vous laisse écouter Jean Messia qui revenait sur cette affaire au micro de TPMP mardi 31 août. Alors on écoute. Ça veut dire en fait que le respect, qui c'est qui en décide en fait? Qui c'est qui décide si c'est respecté ou pas? C'est exactement. Mais attends, c'est exactement comme une chaîne de télé. Une chaîne de télé, c'est une entreprise privée aussi. Est-ce qu'une chaîne de télé peut dire je vais recevoir que des gens de gauche ici? Je veux pas de gens qui respectent pas. Je veux pas de gens qui sont politiquement incorrects. C'est que la loi qui peut faire fermer la gueule à quelqu'un. C'est pas une entreprise privée. Le compte du CCIF, d'accord? Le CCIF qui a été dissous en France par Darmanin parce qu'il avait participé indirectement, on doit contribuer au contexte qui a amené à la décapitation de Samuel Paty. Il s'est tranquillement reconstitué en Belgique et le président du CCIF, qui est directement impliqué dans cette dissolution, a encore son compte sur Twitter. Mais c'est ça votre défense, parce que d'autres font mal et que vous n'êtes pas puni, je ne devrais pas être puni. C'est pas ça, les gens dont je parle ont été condamnés par la justice. Voilà, donc ici c'est vraiment la question de la nature des réseaux sociaux d'abord, puis de l'impartialité politique qui est posée, quoi. Et pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir celui qui a déclaré avoir l'honneur de défendre Jean Messia, justement, face à la censure. Gilles William Goldnadel, qu'on ne présente plus sur cette antenne, qui est avocat éditorialiste. Maître Goldnadel, bonjour, bienvenue sur Politique sous influence, la première émission qui décrypte les réseaux sociaux. Eh bien, je suis heureux et honoré de l'inaugurer, cette première émission. Le plaisir est partagé. Alors d'abord, est-ce que ce que dit Jean Messia est vrai? Est-ce que c'est vrai que le président du CCIF sévit toujours sur les réseaux? Oui, mais Jean a pris un exemple. On pourrait en prendre 10 000 parce que vous avez fait un très bon résumé de la situation. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à en dire, sauf que il faut comprendre que ce système de censure est sélectif. C'est-à-dire que pendant que le compte de M. Jean Messia est fermé, le compte de président de la République islamique est ouvert, et que non seulement le compte de l'ayatollah est ouvert, mais en plus le tweet qu'il avait fait en disant qu'il fallait détruire Israël n'a pas été retiré. Vous avez pris l'exemple de... Alors, on a un léger problème de liaison et de réseau, mais on a retrouvé Gilles William Goldnadel en direct sur Sud Radio. Je vous entends venir avec vos sabots cloutés, mais il n'y a pas que des gens de droite ou des populistes, il y a aussi des gauchistes, il y a aussi des anti-vax, il y a aussi des anti-pass, il y a aussi des altermondialistes, des Snowden, des lanceurs d'alerte anti-GAFAM, ils ne doivent pas être en odeur de sainteté non plus, eux. Non, mais je ne sais pas où est-ce que vous m'avez perdu, à quel moment de tentative de démonstration laborieuse je m'étais trouvé quand vous m'avez perdu. Je disais quoi? En tout cas, vous nous expliquez qu'il y avait une grande partialité et en fait, à partir de l'exemple de Jean Messia, on peut se poser la question de savoir si c'est pas que des gens de droite ou des populistes, et en réalité, est-ce qu'il n'y a pas des gauchistes, des anti-vax, des anti-pass, des altermondialistes? Enfin, écoutez, je vous disais, j'étais en train de vous dire que le compte de l'ayatollah Khamenei est ouvert et que son tweet sur la destruction d'Israël n'a pas été censuré. Je ne sache pas
je ne sais, le compte des talibans est ouvert. Je veux dire, je n'ai aucun doute et j'attends qu'on m'apporte des contre-exemples que, alors peut-être des petits comptes dévastateurs, encore que celui qui vous parle est régulièrement rappelé à ses origines, agrémenté de quelques menaces, et ces gens-là continuent avec des petits comptes à vivre tranquillement. Je crois, si vous parliez je voudrais quand même parler de Trump. Vous avez gentiment ironisé sur Trump, qui a utilisé Twitter avant qu'on lui ferme Twitter. Mais Trump a fait ça avant tout parce qu'il était largement soit boycotté, soit moqué, par les médias traditionnels, soit vilibanté par les médias mainstream. Oui. C'était pas uniquement le plaisir de gazouiller. Maître, je vais vous poser une question. En fait, ce que vous dites sur les talibans, par exemple, on peut se demander si finalement ces GAFAM ne sont pas un instrument diplomatique même dans la main des États-Unis. Et dans le cas de Trump, il me semble très intéressant parce qu'il n'a pas été débranché à n'importe quel moment. Il a été débranché au moment où il avait perdu d'une part, et d'autre part peut-être où ces GAFAM avaient peur d'être fermés eux-mêmes par les démocrates ou d'être cassés en deux par les démocrates, non ? Oui, enfin bon, il est certain qu'ils l'ont fait à un moment où leur rapport de force leur est plus favorable. Il est plus facile de fermer le compte de Messi Agent que de Trump Donald. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'en demeure pas moins que le regard que je porte sur les GAFAM, ce sont des gens d'une parfaite correction politique. Ils fonctionnent comme l'idéologie encore dominante, quoique un peu faiblissante, raison pourquoi elle devient de plus en plus méchante. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont infiniment plus sévères avec la droite qu'avec la gauche et les islamistes. C'est une forme, sans vouloir caricaturer, l'islamo-gauchisme, il agit par capillarité. Ils sont, si vous voulez, complètement soumis à l'air du temps. Non, mais je vous accorde le point, maître. Ils sont politiquement corrects, la cause est entendue. Mais finalement, en un mot, est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font ? Écoutez, malheureusement, le droit, pour faire respecter ce droit-là, et davantage encore en France, il faut une patience infinie. Pour vous donner le triste exemple de Jean Messia, j'ai commencé par envoyer une lettre quand il m'en a saisi, à Twitter, à l'adresse française de Twitter. Ils ne m'en ont même pas accusé réception. Je leur ai demandé, j'étais pas méchant, hein, je leur ai dit, écoutez, simplement, je veux comprendre, est-ce que vous auriez la bonté de m'expliquer pour quel tweet mon client s'est vu... c'est sûr qu'envoyer une lettre à un robot, c'est un peu compliqué. Non, mais il ne donne aucune raison. Non, mais bien sûr, ils ont l'éternité devant eux, ils sont une société privée, et comme si ça ne suffisait pas. Il faut bien comprendre pourquoi j'étais extrêmement courroucé contre la loi Avia. C'était quoi la loi Avia ? C'était en vérité, c'était pas pour faire peur à Monsieur Twitter. Monsieur Twitter, il n'a pas de grande raison d'avoir peur. C'était pour encourager, en vérité, Monsieur Twitter vers la voie de la censure. Et c'est la raison pour laquelle, Gilles-William Goldnadel, vous aviez combattu cette loi avant qu'elle ne soit votée. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Merci infiniment. Oui, il n'y a pas de censure d'ailleurs. Gilles-William Goldnadel, jamais sur Sud Radio. Parlons vrai. Merci. Bien vous, Guillaume Bigot. Mais je vous en prie, vous avez le droit de savoir ce qui se trame sur les réseaux. Nous avons le devoir de vous l'expliquer. Merci à vous, Juliette Brien. Justement, votre nouveau rendez-vous qui revient samedi prochain avec toujours les coulisses des réseaux sociaux, ce qui se trame derrière. Politique sous influence, prenez le rendez-vous tous les samedis à partir de 11h. La suite de